En tout cas, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci beaucoup de vous être connectés pour participer à ce webinaire que la FHP organise pour vous et pour vous présenter le plan stratégique de la FHP. Quelques recommandations d'usage, même si vous êtes maintenant familier de ce type de webinaire. Juste pour vous demander donc de couper vos micros afin d'éviter les bruits sonores et éviter les échos et autres bruits d'ambiance. En revanche, je vous invite à laisser vos caméras ouvertes pour plus de convivialité et permettre plus d'interactivité entre nous. Il y a un temps d'échange avec des questions-réponses ou des réactions qui sera prévu à l'issue du webinaire, à l'issue des présentations. Et vous pourrez donc utiliser la petite main prévue par Zoom ou réagir via le chat et je me ferai du coup votre porte-parole. Voilà, les recommandations d'usage étant faites, je cède la parole à Lamine Garbi. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci Marie-Claire, merci pour l'organisation de ce webinaire. Effectivement, ça facilite les rencontres, même si il nous tarde tous de revenir. On l'a vu hier, un match de foot, il y a peut-être 80 000 personnes dans le stade, donc bientôt on pourra reprendre nos activités. Alors j'ai l'iPhone qui glisse, on va essayer de le tenir droit, voilà. Alors comme vous le savez, statutairement, la FHP se doit d'élaborer un plan stratégique. Mais si cette démarche n'était qu'un passage obligé, un exercice auquel il faudrait sacrifier parce que nos statuts nous le demandent, elle n'aurait franchement aucun intérêt parce que la stratégie, elle est élaborée chaque jour en fonction de l'actualité et des dossiers que nous avons à traiter. Alors notre volonté, elle est tout autre. Ce que nous voulons, ce sont des axes et des perspectives vraiment ancrées dans la réalité de la profession et en lien avec les attentes des citoyens et des patients. Ce que nous voulons, ce sont des impulsions et des orientations qui positionnent l'hospitalisation privée dans les débats de santé qui vont occuper l'espace institutionnel et médiatique durant les prochains mois. On l'a vu déjà avec les élections régionales, avec un succès relatif au regard de la participation de nos concitoyens. Et c'est ce que nous voulons enfin, c'est un plan stratégique dans lequel les adhérents de la FHP, et la FHP est là pour ses adhérents, se reconnaissent et dont ils seront partie prenante, totalement partie prenante. C'est tout l'objet de ce temps que nous passons ensemble aujourd'hui, favoriser la meilleure connaissance et la meilleure appropriation des enjeux de ce plan stratégique par chacune et chacun des membres de la grande famille de l'hospitalisation privée. Bien sûr, nous ne partons pas de rien, nous avons même un beau corpus de réflexion à notre actif entre nos propositions issues du Ségur de l'été dernier et de ce printemps, dont certaines d'ailleurs ont été reprises par la puissance publique, les différents groupes de travail et FHP, et je vous remercie parce que vous êtes fidèles, présents à tous ces groupes de travail. Ce n'est pas toujours facile de se mobiliser, mais vous êtes là et donc merci. Et vous avez vraiment planché ces derniers mois. La feuille de route FHP SINERPA, le cousin de la FHP, vous le savez, les travaux au sein d'instances d'une grande diversité, dont le MEDEF, qui est partie prenante de notre organisation. Mais sans doute, jamais un plan stratégique n'aurait été plus pertinent aujourd'hui. D'abord parce qu'il s'inscrit sur fond, et ce n'est pas à vous que je vais le rappeler, de crise sanitaire, avec toutes les remises en question provoquées par celle-ci et tous les enseignements que nous en retirons chaque jour. Et c'est vrai que c'est grâce à vous que nous avons pu obtenir tout ce que nous avons pu avoir comme avancée par notre gouvernement. Ensuite, et peut-être surtout parce que nous avons tous en perspective des échéances présidentielles, présidence française de l'Union européenne, pour lesquelles votre voix, notre voix, doit être entendue. Nous avons enfin placé ce plan stratégique sous la bannière des missions que nous accomplissons. De cet esprit de service public qui nous anime et qui me tient à cœur, et qui a toujours été présent, mais qui a vraiment marqué notre action contre le Covid et contribué à une vraie reconnaissance, j'en parlais, du secteur. J'en porte la conviction, ce sont des enjeux de mission, de service, de bien commun, de santé qui doivent être les marqueurs de notre identité de demain. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous dévoiler en exclusivité, comme nous avons coutume de le dire, la nouvelle signature de notre fédération FHP des hôpitaux et cliniques à mission. Double référence,
double référence, je ne sais pas si je suis, ouais, double référence à la fois à la loi Pacte qui a acté le statut d'entreprise à mission et bien sûr aux missions de santé. Et la raison d'être que la FHP devrait inscrire prochainement dans ses statuts, élaboré par un groupe de travail réunissant de nombreux adhérents, décliné en 5 engagements stratégiques et illustre la volonté de notre profession et le sens de notre action. Tout cela sera dévoilé le 21 et le 22 septembre. Je vous en rappelle les dates. Ce sera notre congrès en présentiel obligatoire à Marseille, pour lequel je vous attends nombreux. Ce seront les rencontres de la FHP. Après 2 ans d'absence, nous revenons. J'ai pu participer il y a 15 jours au congrès du CINERPA en présentiel. C'était un bonheur de retrouver nos adhérents, des exposants et en fait, vraiment, la vraie vie. Alors, je vous laisse à présent découvrir en vidéo cette nouvelle signature et je nous souhaite une jolie matinée de réflexion. Merci Marie-Claire pour l'organisation de ce webinaire. Merci surtout pour le portage que tu fais avec Christine, Bertrand et toute l'équipe de ce plan stratégique. Merci pour tous les adhérents qui ont œuvré pour que la fédération demeure et reste la fédération numéro 1 en termes de propositions et d'orientation, de stratégie. C'est vrai que le gouvernement ne cesse de le dire. Notre fédération est numéro 1 par rapport aux autres fédérations que je ne citerai pas parce qu'elles sont derrière nous. Je vois Christine à l'écran. Bonjour Christine. Vous êtes magnifique avec un fond blanc et une tenue de plage. À tout de suite. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Donc, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais juste rebondir un instant sur les derniers propos de Lamine sur les rencontres donc, à Marseille le 21-22 septembre. La participation est obligatoire. Voilà. Sinon, il y aura une majoration des cotisations de 50%. Donc, j'y veillerai personnellement puisque on a fait un travail assez extraordinaire depuis un an et demi. Avec la mobilisation qu'on a fait tous ensemble par rapport à la pandémie et notamment la premier épisode de confinement et de crise. Et donc, je pense que ça sera vraiment un moment très fort pour prendre aussi le temps de souffler, de réfléchir et d'être au bon air de Marseille. Donc, voilà, je vous remercie et je compte vraiment sur vous. Ça va être un moment hyper top. On y travaille. Et voilà. Alors, bon, c'est vrai que sur le plan stratégique, il s'inscrit dans ce calendrier qui est quand même assez particulier après tous ces mois de turbulence liés au choc de la pandémie, liés aussi à la décision politique du Ségur et cette extraordinaire mobilisation dont je parlais à l'instant. Donc, la mobilisation de tous dans le cadre des commissions, des groupes de travail, des différents groupes qu'on a constitués, avec les DRH, avec les directeurs financiers, avec la cellule de crise. Ça nous a permis aussi d'articuler tous les besoins, toutes les nécessités de décision entre le national et le régional. Et ça nous a vraiment permis de défendre au mieux vos intérêts. Donc, le plan stratégique, il est d'abord là pour être en écho avec tous les besoins que vous nous avez, que vous nous énoncez, et puis bien entendu pour porter au niveau national et au niveau régional tous les jours les axes prioritaires qui nous illustrent et le portage de la voie dont nous avons besoin. Les axes stratégiques donc, de ce plan donc, qui trouvent finalement sa genèse, on va dire, bien sûr, dans tous les travaux faits historiquement au niveau de la FHP, mais aussi dans l'énorme travail qui a été fait grâce à vous et par vous dans le cadre de la préparation et des contributions donc, au Ségur de la santé, hein, vous vous en rappelez. On s'est mobilisé de façon extrêmement concentrée sur le mois de juin dernier. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de commencer à identifier hein, finalement les grands axes prioritaires
Et ces grands axes stratégiques ont été présentés au COMEX au mois de septembre dernier et le COMEX les a validés. Les sujets donc, qui avaient été retenus pour le COMEX de septembre étaient donc les réflexions sur l'établissement à mission RSE, les réflexions sur la dimension territoriale, c'est-à-dire les liens aussi avec la CME et la ville, et l'attractivité donc du secteur. Depuis septembre dernier, il y a eu toutes les commissions et tous les groupes de travail de la FHP, que ce soit au niveau national et aussi en région. Donc, ces différents axes qui avaient été validés donc, ont été travaillés. Et ça a permis, donc, au mois d'avril dernier, de présenter au COMEX le projet stratégique que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et le COMEX l'a validé. Nous avons maintenant travaillé à déterminer donc, un plan d'action sur les différents axes qui ont été retenus. Et maintenant, donc, ce plan d'action nous guide à la fois sur des termes qui sont quelquefois courts, mais quelquefois aussi qui sont de moyen terme, et nous guide aussi tous les jours dans le cadre des démarches que nous avons par rapport au ministère de la Santé et à l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter les différents axes. Je tiens d'abord à remercier donc l'ensemble des adhérents qui ont participé à nos travaux, qui ont conduit les groupes. Je tiens aussi à remercier donc l'ensemble de l'équipe de la FHP et des équipes des FHP, que ce soit en région au niveau des spécialités, qui ont été aussi fortement engagés et contributeurs de ces travaux. Je veux remercier aussi l'ensemble des intervenants, y compris les intervenants qui ne sont pas parmi nous ce matin, comme Henri Escogido ou Alain Folzer, qui ont été enregistrés et qui ont fait, vous le verrez, un travail extrêmement intéressant. Bonjour à tous, Pierre Malter. Désolé pour le retard. Bonjour, bienvenue. Donc, effectivement, ce plan stratégique se structure autour de 6 axes et d'un axe transversal dédié au champ du numérique en santé. Et les 2 premiers axes stratégiques du plan sont 2 axes complémentaires majeurs aux enjeux à la fois stratégiques et politiques. Et ces 2 axes ont pour objectif de promouvoir et d'amplifier la reconnaissance des cliniques privées engagées dans les missions de service public et de participer à bâtir une gouvernance de la santé refondée. Et pour aborder ces 2 axes stratégiques, je redonne la parole à Christine Schibler, donc déléguée générale de la FHP, et à Pierre Métraud, directeur des affaires publiques chez Elsan et président de la commission juridique FHP. Alors, un axe stratégique qui est extrêmement fort, c'est participer donc à bâtir une gouvernance de la santé refondée et étayée par des données fiables et partagées, et le sujet de la territorialisation. Alors, sur le sujet des données de santé, vous savez qu'on milite depuis un long moment maintenant, puisque ça a fait l'objet d'ailleurs d'amendements partagés avec d'autres fédérations il y a depuis 2 ans. On a besoin aujourd'hui d'avoir des données de santé qui permettent un pilotage éclairé et qui évite finalement les difficultés que l'on rencontre, par exemple, sur les différentes réformes, puisque à défaut de données fiables et précises, eh bien, les réformes prennent un temps fou et ne sont toujours pas éclairées par des simulations, etc. On a besoin aussi de données de santé fiables et partagées. On l'a vu quand les ARS, comme par exemple l'ARS Île-de-France, ont su développer pendant la crise des données, des plateformes de données suffisamment fiables. Ça a été très, très, très important pour le pilotage de l'activité. Donc, aujourd'hui, il y a un mouvement fort de territorialisation avec, au-delà, bien sûr, des organisations de soins qui sont discutées sur les territoires, puisque dans le cadre et suite au Ségur, il y a eu des décisions importantes pour que les financements soient donc vus au plus près des régions pour partie. Et donc, vous connaissez les 4 sujets que sont les urgences, les investissements, la réforme donc, du SSR et la réforme de la psychiatrie. Donc, aujourd'hui,
c'est extrêmement important donc, de prendre conscience de cette volonté de déconcentration de l'État et d'en tirer toutes les conséquences avec des actions de conviction et d'influence au plus près des établissements, au plus près des régions. Et donc, ça va nous amener donc, à avoir une attention particulière sur le dialogue de gestion que nous allons avoir encore plus avec les ARS et encore plus justement sur ces dimensions financières qui, jusqu'à présent, étaient beaucoup moins abordées. Donc, on travaille énormément et on devra travailler de plus en plus à forcer, étayer, illustrer, consolider ce dialogue de gestion entre les FHP en région au niveau des financements et puis entre chaque adhérent et les ARS. Le deuxième sujet, c'est une place croissante des élus. C'est vrai que les élus, pendant la crise sanitaire, se sont mobilisés, hein, notamment sur la première vague, vous vous en souvenez, sur les équipements de protection, sur les masques, et ils revendiquent une place plus importante. C'est légitime, hein, en fait. Ils avaient des strapontins hein, au niveau des ARS dans l'Exos, dans la CRSA, mais ils l'utilisaient peu ou pas. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension qui est à prendre en compte, c'est intégrer donc, les élus dans le dialogue de gestion avec les ARS. Ils ont maintenant la possibilité, vous le savez, de participer à des cofinancements, donc les intégrer au niveau de certaines discussions d'organisation de soins de priorité et les intégrer aussi dans le cadre de la participation financière qu'ils peuvent apporter. L'importance de ces relations avec les élus nous a amené, vous l'avez vu, à être très actifs lors des dernières élections avec un travail absolument formidable qui a été fait donc, par les présidents de région pour porter à la fois les axes de la FHP, donc dans les régions, il y a le sujet des financements, il y a le sujet de l'organisation de soins et les priorités, et bien sûr, il y a le sujet de la formation. Ce portage qui était à la fois des axes nationaux, mais aussi finalement chaque FHP en région, et je remercie les présidents de région, a pu exprimer les priorités propres au territoire et les caractéristiques propres au territoire. Donc c'est vrai que l'occasion de cette campagne électorale des élections départementales et régionales, les FHP en région donc, ont pu envoyer à tous les candidats les propositions de l'hospitalisation privée sur les enjeux territoriaux de la santé et ont pu présenter la place des hôpitaux et cliniques privées en matière d'offres de soins dans chaque région au plus près des besoins de santé des territoires. La participation des élus, elle va aussi entraîner donc, une nécessité d'une pédagogie importante de notre part, puisque nous savons, pour en avoir parlé notamment avec la mission IGAS, suite à ses travaux de début d'année sur le débouclage de l'année 2020, il y a une certaine méconnaissance des particularités du privé en termes de mode de financement, en termes de droit du travail, en termes d'obligations aussi qui sont inhérentes à nos statuts juridiques. Donc, c'est vrai que en région, il y a vraiment maintenant toute cette place qu'on doit donner aux élus, toute l'importance qui existait déjà, bien sûr, du dialogue de gestion avec les ARS, qui existait sur l'organisation des soins, mais qui doit être amplifiée sur les sujets financiers, sur la place du privé dans le territoire. Pierre, je te laisse poursuivre avec le premier axe. Oui, merci beaucoup Christine. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Puis merci beaucoup à Christine, Marie-Claire, toute l'équipe, Bertrand, la FHP pour la coordination et l'ensemble de ces travaux donc, du plan stratégique. Alors, moi, en complément, juste évoquer deux sujets importants qui sont dans les premiers axes du plan stratégique de la FHP. Le premier sur la place du secteur dans la régulation du système de santé, qui est un sujet important pour et de long terme hein, pour les 5 années qui viennent. Qui s'inscrit bien dans le plan stratégique. Et puis le deuxième sujet sur l'évolution, là aussi, du mode de régulation et de financement du secteur dans un cadre
alors on a commencé, mais pluriannuel, qui soit un peu mieux sécurisé et qui nous donne une visibilité sur les 5 prochaines années en matière de régulation et de financement du secteur. Alors, sur le premier axe qui est important, et ça fait aussi écho à ce qu'évoquait Lamine sur des hôpitaux et cliniques à mission, c'est l'idée de travailler sur une meilleure reconnaissance de la place du secteur hospitalier privé dans l'exercice des missions hospitalières dans le pays. Alors, moi, je suis peut-être pas aussi ancien que d'autres dans le secteur, mais on arrive avec un passif qui est assez lourd en termes d'inéquité de traitement dans la régulation du secteur. Alors, je ne vais pas réévoquer les sujets de non-convergence tarifaire, enfin d'inéquité sur la distribution des enveloppes de MIGAC en région. Enfin, tout ça, vous le connaissez par cœur, mais ou même encore récemment sur la reprise de dette dont on a été écarté au motif qu'on n'exerçait pas le service public hospitalier. Enfin, il y a un passif très lourd d'inéquité de régulation dans le secteur que petit à petit, on veut essayer de rétablir et de corriger. Souvent un chiffre qu'on aime rappeler, c'est-à-dire que 90% du secteur est financé par l'assurance maladie obligatoire, c'est-à-dire par les cotisations des Français. Et donc, on est dépositaire en réalité du financement public de l'hôpital, public comme privé, à peu près dans les mêmes proportions, à près de 90%. Donc là aussi, il y a souvent une idée reçue qui est que le secteur public hospitalier a un argent caché, ou etc., ou qu'on peut financer par ailleurs nos propres missions. En réalité, on est financé comme les autres à 90% par les cotisations salariales des Français des charges. Ceci étant dit, le contexte aujourd'hui, ce qu'on évoquait avec l'équipe à l'FHP, est probablement porteur. 1 an et demi après le Covid et après le Ségur. Le Covid a rappelé, il y a aussi un chiffre important à redire, mais dans certaines régions, 25% des malades étaient pris en charge par le secteur. Donc, c'est au-delà de notre quote-part dans l'exercice des missions de MCO du pays. Près de 25% en Grand Est ou en Île-de-France, notamment dans les REA. Le Covid a amené le Ségur à l'été, le Ségur qui a, même s'il y a eu un petit écart de revalorisation salariale, qui a intégré l'ensemble des mesures salariales, y compris pour les personnels du secteur privé hospitalier. Donc le contexte de ce point de vue-là est probablement plus porteur pour ancrer et faire évoluer la place du privé dans la régulation dans les prochaines années. Donc, c'est ça que l'axe stratégique de la FHP dans son plan doit adresser. Et concrètement, alors on n'a pas encore trouvé la bonne mesure et la façon de le réussir, mais il faudra probablement réussir à faire évoluer la notion du SPH issue de la loi Touraine de 2016, qui en fait est une définition assez administrative et statutaire de l'exercice de mission à raison d'un statut, ce qui probablement est plus tout à fait en réalité en cohérence avec l'exercice de nos missions. Et c'est d'autant plus gênant quand le SPH devient un critère juridiquement un peu discriminant de la régulation, ce qu'on a vu sur la reprise de dette, puisque juridiquement, il a été écrit que les 13 milliards étaient versés à ceux qui exerçaient le SPH, y compris les ESPIC, même si, vous savez, certains ESPIC sont autorisés et ça leur a été confirmé donc, à pratiquer des dépassements d'honoraires. Voilà, donc il y a encore un peu de confusion sur l'exercice de ces missions de SPH et donc il faudra trouver avec l'aide des élus, je crois, enfin Béatrice pourra en dire un mot, mais elle a fait un grand travail et certains élus reconnaissent que le SPH il s'exerce par mission et pas par statut. Et donc, à certains endroits, on est tout à fait habilité à être habilité à ce service public hospitalier. Et ce sera aussi important dans le Ségur qui vient, notamment, je pense, aux investissements structurants. Énormément de moyens ont été mis pour transformer l'hôpital, public comme privé, et il ne serait pas raisonnable qu'on en soit totalement écarté pour des motifs juridiques de non-accès à la qualité de SPH. Donc voilà, à grands traits, c'est un peu résumé, mais ce sur quoi on va travailler ensemble dans les 5 prochaines années, il faudra probablement réussir à transformer notre statut d'entreprise, enfin de société hôpitaux cliniques à mission dans l'exercice de la mission de service public hospitalier dans les textes et dans la régulation. Le deuxième axe important sur la régulation, c'est alors le mot peut être un peu lourd, etc., la pluriannualité, mais objectivement là aussi en termes quand on se compare à d'autres secteurs d'infrastructures lourds, l'énergie, les transports, etc., on se rend compte qu'on est un peu à l'âge de pierre de la régulation, avec concrètement, alors c'était les années 2010, des tarifs fixés chaque année en baisse,
fixé au mois de mars, donc après la construction des budgets, avec une incertitude complète sur l'évolution de la ressource compte tenu du gel du coefficient prudentiel, qui, je rappelle, porte sur l'hôpital, mais en réalité, on nous demande de financer les aléas de tout l'Ondam, ville et le reste. Donc, on est vraiment à l'âge de pierre de la régulation, et sur un secteur qui lève plus de 5 milliards de dépenses d'investissement chaque année, c'est juste pas possible économiquement. Donc, petit à petit, on a réussi à faire bouger ces lignes. Vous savez, il y a un mois et demi, grâce à Lamine et à toute l'équipe, on a réussi, un mois avant le Covid, à signer un contrat de régulation, un protocole tarifaire à 3 ans qui nous a quand même pas mal sécurisé sur le niveau d'évolution annuelle des tarifs hospitaliers. Ça n'a pas été facile, mais ce document-là, il n'a pas une valeur réellement contraignante et législative. Et donc, ce qu'on veut faire dans ces textes-là, c'est en réalité normaliser, comme tout secteur économique digne de ce nom, un cadre de régulation qui soit visible, pluriannuel, et qui nous permette en réalité de piloter les investissements et de transformer le secteur comme il le mérite. Et là aussi, le contexte probablement est assez porteur, puisque le HCAM, il y a un mois, a rendu un avis qui, objectivement, que la FHP aurait pu écrire, avec toutes les bonnes mesures sur l'Ondam à 5 ans, la fin de la régulation infra-annuelle sur le seul hôpital, une provision pluriannuelle sur tous les secteurs, des tarifs qui sont fixés au mois d'octobre, qui permettent de visibilité sur la construction du budget. Voilà, toutes ces mesures-là, elles sont sur la table. Et donc maintenant, le sujet, c'est comment on arrive à mettre ces mesures dans le dur, dans les PLFSS, dans le cadre de régulation, pour donner dans les 5 ans qui viennent un peu de visibilité et un air un peu plus respirable au secteur. Voilà les 2 grands axes sur lesquels on est sur les sujets régulation et financement. Et voilà, en résumé, c'est maintenant vraiment un sujet de mise en œuvre et de réussir à faire ensemble bouger les lignes auprès du ministère avec l'aide de tous, en région, des élus et évidemment de la fédération. Merci Pierre et merci également Christine. Le 3e axe structurant du plan stratégique vise à amplifier au sein d'une véritable démocratie territoriale de santé les coopérations avec l'ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux, et notamment avec la médecine de ville, parce qu'on sait que s'organiser entre les acteurs, c'est apporter une réponse qui va être coordonnée de manière plus efficiente, parcours de vie, parcours de soins. Et c'est Alain Folzer, président de la FHP Val-de-Loire-Océan, et Henri Escogido, qui est président de la CNP-CMEHP PACA-Corse et membre du CLAP, et tous 2 membres du groupe de travail FHP dédié aux liens avec les professionnels de ville et CME, qui vont vous présenter en quelques minutes les principales orientations de cet axe stratégique dans une vidéo que nous vous diffusons maintenant. Donc nous avions Ma Santé 2022 où il y avait des mots-clés qui étaient prévention, parcours, pertinence. Et là, on rajoute dans notre axe stratégique numéro 3 un certain nombre de mots-clés aussi, de concepts, qui est la complémentarité. C'est aussi l'idée de travailler sur les territoires et de chercher dans ces territoires des complémentarités au sein d'une démocratie de santé véritable. On est passé en quelque temps du soin à la santé, on est passé des actes au séjour, des séjours au parcours, et ça veut dire qu'à partir du moment où on parle de parcours, ça veut dire qu'on installe de fait le patient comme acteur principal au centre d'un ensemble d'acteurs. Et ça veut dire que cet ensemble d'acteurs qui n'est pas le patient va être obligé de s'organiser autour de lui. Alors ça veut dire s'organiser, ça veut dire d'une part de sortir d'une vision qui est habituelle qu'on avait jusqu'à ces 30 dernières années, une vision structurocentrée avec une logique de fonctionnement, de passer de cette vision-là à une vision parcours avec une logique de résultat. Et là, le changement de paradigme n'est pas négligeable. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir coopérer. Alors, j'ai 3 niveaux de coopération possibles. En interne, dans un établissement, entre la conférence médicale d'établissement et la direction, autour du projet médical. C'est indispensable. S'il n'y a pas ça, on n'y arrivera pas. Ensuite, le deuxième volet, c'est entre la ville et les structures hospitalières, qu'elles soient médicales ou médico-sociales. Eh bien, cette affaire-là, ça va nécessiter des parcours fléchés, fluidifiés, parfaitement organisés et visibles. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, actuellement, on a une marge de progression. Et le 3e point,
c'est avec les relations entre structures de soins. Et là, il faut arriver à un moment donné à sublimer, à passer au-delà des blocages liés à la concurrence, en se disant que de toute façon, il vaut mieux récupérer à la sortie quelque chose qui fonctionne pour tous que s'isoler dans son coin et mal finir. Bon, ensuite, s'organiser, ça veut dire aussi que si vraiment on veut le faire, ça va comprendre tous les acteurs compétents, je dis bien tous, et pas simplement ceux du groupement hospitalier de territoire. Il faut bien sûr s'appuyer sur les communautés et les CPTS qui sont actuellement en train d'exploser en termes de nombre et d'efficacité. Il faut s'appuyer sur l'URPS, il faut bien sûr concerner les présidents de CME et l'ensemble des praticiens du secteur libéral. Au niveau de l'organisation territoriale, je souhaite aborder avec vous les évolutions qu'il convient de mettre en œuvre pour que nos établissements puissent exister et prospérer au niveau des territoires. Vous savez comme moi que l'organisation territoriale aujourd'hui est très axée sur l'émergence forte des GHT et il convient à notre niveau d'organiser une réponse un peu différenciée se basant sur les acteurs directement par ce que j'appelle le pacte territorial de santé qui permet de regrouper les acteurs au travers de leur métier de base qui est le soin. En fait, il faut que les établissements s'appuient sur leur CME pour, dans le cadre d'une relation collective avec les acteurs de premier niveau, répondre aux attentes et organiser les parcours. Parce que la problématique de demain sera une problématique de fluidité de parcours. Et afin que nous puissions proposer à nos concitoyens une prise en charge harmonieuse et sécurisée, nous avons la nécessité d'engager des relations avec nos partenaires libéraux. Pour ce faire, nos CME sont les outils privilégiés pour organiser ce type de relations. Vous savez comme moi qu'au travers de l'organisation territoriale, il y a les CPTS qui sont en train de se développer. Et par nos CME, nous devons engager des relations privilégiées au niveau des CPTS afin de ne pas laisser l'exclusivité du fonctionnement de l'organisation territoriale au GHT. Il convient que les patients soient également associés à ces démarches-là. Et cette association doit se faire dans le cadre d'une approche liée à la pertinence des soins et la prise en charge. Aujourd'hui, il y a des expériences telles que l'expérience l'expérience patient, qui est une réalité de fonctionnement où les patients sont eux-mêmes les acteurs de leur prise en charge et remontent de manière instantanée les remarques au niveau de la prise en charge qui permettent d'avoir une réelle pertinence. Donc ces points sont essentiels. Il convient que les établissements organisent des initiatives pour que les patients soient complètement associés à leur prise en charge. Le patient, par essence, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il est dans le cadre d'une organisation en parcours, c'est le seul à connaître l'ensemble du parcours, parce qu'il le parcourt. Sa trajectoire, c'est le parcours. Donc de ce fait, il devient le mieux placé pour donner une note sur la qualité de ce qu'il a traversé. C'est celui qui est le plus expert en la matière. Il faut se dire que chaque opérateur, chaque acteur, chaque soignant, et pas que les soignants, doit être à chaque étape capable d'assurer sa fonction et de rassurer le patient. Et là, on sera à même d'avoir un système où non seulement ça va fonctionner de manière un peu plus efficace et donc pertinente, mais on va avoir un système où les gens se sentiront en sécurité et parce qu'on aura su mettre de l'humanité à due proportion de ce qu'il y a en face de technicité et de complexité.
Merci à Henri et à Alain pour ce témoignage et cette contribution. Le quatrième axe stratégique du plan stratégique de la FHP s'inscrit à la fois dans l'actualité et dans une dimension également prospective. On l'a dit, hein, dans un contexte de tension RH exacerbée par la crise sanitaire qu'on traverse depuis maintenant plus d'1 an et demi, dans un contexte de Ségur de la santé RH, les enjeux de formation, d'attractivité, de bien-être apparaissent fondamentaux pour l'avenir de notre secteur. Et je donne la parole à Christine Schibler pour évoquer justement ce quatrième axe qui a pour objectif donc, de contribuer à une profonde dynamique en faveur de la formation, de l'attractivité et du bien-être au travail. Merci Marie-Claire. Alors, tout à l'heure, Lamine, tu faisais référence donc, au congrès du CINERPA. À ce congrès, donc, il y avait Geoffroy Roux de Bézieux qui était intervenu l'après-midi, donc le président du MEDEF, et qui a souligné, dans le premier point qu'il a souligné, c'est le paradoxe français en matière d'emploi. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même des dizaines de milliers d'emplois qui sont disponibles, alors qu'il y a 8% de personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, ce paradoxe, il trouve toute son illustration, on va dire malheureusement, hein, dans la santé. Ce n'est pas nouveau. Hein. Le problème, c'est que ce n'est toujours pas résolu. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on souffre d'une pénurie du personnel et ce n'est toujours pas résolu puisqu'on est toujours dans cette pénurie de personnel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de santé, donc on a environ 100 000 emplois pour tous les établissements de secteur confondus hein, qui sont disponibles, donc qui pourraient être proposés aux demandeurs d'emploi ou proposés aux jeunes, et ce sont des emplois dans les territoires. Et on est confronté à cette difficulté qui est absolument incompréhensible finalement, puisque il pourrait en être tout à fait autrement. Donc, sur cet axe stratégique, il y a finalement 2 dimensions. Il y a une dimension, on va dire, d'attractivité des métiers et d'attractivité, bien sûr, de notre secteur, hein, des cliniques et des hôpitaux privés. Et le deuxième sujet, c'est un sujet donc, relatif, de façon plus générale, à la formation. Donc, sur le sujet de l'attractivité, donc, il y a eu ça faisait longtemps qu'on militait, et tout à l'heure, Pierre, tu faisais allusion au protocole pluriannuel que nous avons signé, donc dans le cadre de tout le lobbying qu'on a travaillé avec beaucoup d'adhérents pour emporter donc, cette vision pluriannuelle, qui était déjà une première étape importante. On avait souligné 2 déficits importants que nous avions identifiés, à savoir l'absence d'investissement et de financement des investissements à hauteur de ce qui était nécessaire. Et le deuxième point, c'était donc une demande à ce qu'il y ait une revalorisation des rémunérations des soignants, puisque, vous le savez, on est classé 26e dans le CDE en termes de niveau de rémunération de soignants. Donc, il y a eu, au détour de la crise, vous vous avez rappelé, donc, lors du Ségur de la santé, donc, une première étape importante de revalorisation des salaires des établissements de santé, pour lequel donc, nous avons obtenu une transposition à hauteur de 90%, mais quand même avec le financement qui est lié. Il y a une deuxième revalorisation qui a été donc décidée au niveau catégoriel avec le Ségur 2 RH. Nous sommes en train de négocier le meilleur financement. Aujourd'hui, on est plutôt dans un moyen terme, mais on espère quand même qu'on obtiendra un peu mieux. Et c'est vrai que cette revalorisation des carrières paramédicales, permettra quand même de donner un peu plus d'attractivité à notre secteur. Néanmoins, aujourd'hui, on est dans un contexte de tension RH qui est extrêmement fort, même très inquiétant, hein, on peut le dire. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons demandé au ministère de la Santé qu'il y ait quelques mesures d'urgence qui soient prises pour essayer de diminuer le niveau de ces tensions. Et nous travaillons actuellement, ça va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, à une campagne pour l'attractivité de notre secteur et pour
dynamiser, on va dire, l'image de notre secteur encore plus et essayer d'avoir une action significative pour renforcer cette attractivité à la fois pour le paramédical et aussi pour le médical. Cette campagne de promotion du secteur et de ses métiers, alliée donc aux revalorisations Ségur, quand même à l'image, alors c'est une image à la sortie de la crise qui a été quand même valorisée des soignants, même si on constate qu'un certain nombre de soignants aujourd'hui, suite à cette crise, envisagent ou quittent le métier compte tenu de la dureté de la période et puis bien sûr des contraintes au niveau de l'exercice de profession paramédicale, puisque 7 jours sur 7, 24 sur 24. Alors, pour résoudre le problème, donc bien sûr, au-delà de l'attractivité, il y a, je le disais en introduction, ce paradoxe donc, sur l'insuffisance finalement de personnes formées au niveau de la santé et la nécessité de rebondir sur ces sujets. Donc, dans cet axe stratégique, on poursuit finalement 2 dimensions sur le sujet de la formation. D'abord, on va porter, notamment au niveau de la plateforme présidentielle, bien sûr, il y aura le sujet de revoir cette loi pour l'avenir professionnel donc de 2018 qui ne nous convient pas et qui nous a privés d'un certain nombre de moyens. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous allons essayer d'emporter la conviction des futurs candidats aux élections présidentielles. On n'est pas le seul secteur qui portons cette demande. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine forme quand même de compréhension quand même du sujet. Le deuxième sujet, donc sur emploi et formation, c'est bien entendu d'avoir une accélération et on le dit souvent, un bing bang de la formation, de formation des soignants. C'est pas normal que dans les régions, des quotas, des moyens soient insuffisants. Et alors que c'était cité par un d'entre vous il y a quelques semaines, il y avait donc 25 000 personnes sur une région jeunes qui s'étaient inscrits sur Parcoursup pour aller sur des formations de soignants. Je crois que c'était toi, Pascal, qui m'a donné la formation. Et puis, de mémoire, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Je crois qu'il y avait 2500 places qui étaient en réponse à ces 25 000 candidatures. Je veux dire, quand on voit ça, on hallucine et on voit bien qu'on pourrait faire différemment. Alors, bien sûr, les 25 000 candidats de Parcoursup, ils ne sont pas forcément tous avec le profil qui serait nécessaire pour s'engager dans notre profession. Enfin, entre 25 000 et 2 500, il y a quand même une marge de manœuvre à la fois pour sélectionner des candidats intéressants, trouver des personnes motivées et qui sauraient s'engager. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à emporter cette question de la formation. On s'est beaucoup mobilisé ces derniers mois, vous le savez, par une mobilisation en interfédération que nous avions donc provoquée, nous, dès décembre, avec l'ensemble des fédérations employeurs de l'OPCO Santé, pour saisir la ministre du Travail sur la nécessité de concentrer des fonds du plan de relance sur la formation dans notre secteur, avec un joli succès, puisque 92 millions in fine ont été sont destinés, on va dire, à la santé, donc côté sanitaire et côté médico-social, bien sûr, mais enfin là, pour le coup, ça fait environ 200 000 emplois qui pourraient être créés. Donc, on a eu ce succès, finalement, mais c'est tout à fait insuffisant, puisqu'il faut maintenant que l'organisation articulée entre le national et le régional, le gouvernement et les régions, entre les différents ministères, santé, travail, enseignement, que tous ces gens-là se mettent un petit peu à bosser efficacement pour réunir toutes les conditions qui sont nécessaires à augmenter le nombre de personnes formées et à pouvoir justement après, qu'on puisse après les recruter
et puis aussi participer finalement de façon assez intéressante à la redynamisation des territoires et puis à la croissance économique dans les territoires. Donc, c'est vrai que sur ces sujets d'emploi et formation, on a encore un grand chemin à parcourir avec une articulation assez fondamentale entre nous et puis les FHP en région, puisque vous savez que la formation est un sujet à la main des régions. Donc, il faut qu'on arrive à bien s'articuler pour emporter la conviction et puis arriver à sortir de cette situation, ce qui est absolument indispensable parce que sinon, demain ou après-demain, quand les organisations syndicales le décideront, elles pourront de nouveau avoir des revendications salariales sur l'hôpital en général, et puis le gouvernement sera étranglé et sera obligé de continuer à augmenter les salaires, et ça peut aller loin. Donc, c'est un sujet qui est important, et c'est vrai qu'on ne pourra pas vraiment sortir par le haut sur tous les sujets de prévention des risques professionnels, QVT, si on n'arrive pas à avoir des équipes qui sont stabilisées, qui puissent inscrire leur travail dans la durée au service de la qualité et de la sécurité pour nos patients. Donc, c'est pour nous un enjeu stratégique majeur à court terme, à moyen terme et à long terme, avec bien entendu toutes les préoccupations qu'on peut avoir sur le court terme, puisque cette pénurie, elle touche l'ensemble des établissements, et on voit que dans certaines régions, elle est tout à fait exacerbée avec un hôpital public qui s'est lancé finalement dans une bataille assez importante sur le sujet et avec des risques pour notre secteur qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est vrai que c'est une bataille absolument fondamentale. Sur un pan du sujet, c'est l'accord formation. Et juste pour vous donner des petites précisions d'actualité, donc on continue la négociation avec les organisations syndicales et on aura une réunion importante le 6 juillet où on verra si on est arrivé à emporter la signature d'au moins 2 organisations. On verra, on vous tiendra au courant. Voilà, Marie-Claire, pour ce petit point sur les enjeux RH, emploi et formation. Merci Christine. Les sujets que tu as évoqués, ces sujets sociaux que sont l'emploi, la formation, l'évolution des carrières, la qualité de vie également au travail, constituent l'un des piliers en fait de la responsabilité sociétale des entreprises, aux côtés du pilier écologique, du pilier sociétal et du pilier économique. Et justement, la RSE constitue le 5e axe du plan stratégique. Et ce 5e axe répond à un triple objectif, à la fois consolider l'engagement responsable de la profession au service de la santé durable des patients, des personnels et des générations futures, bien sûr. Contribuer également au développement économique et social des territoires, tu l'as évoqué également, Christine, et participer à la vie de la cité à travers des engagements sociétaux. Et pour vous parler de ce 5e axe, je vais donner la parole à Jacqueline Hubert, qui est directrice transformation et communication chez Vivalto Santé et qui copilote avec le Dr Clich le groupe de travail RSE de la FHP. Merci Marie-Claire de me donner la parole. Donc, j'associe à ces travaux le docteur Joël Clich et Marie-Claire qui ont beaucoup œuvré pour la réalisation du résultat qu'on va vous présenter. Alors, on va se dire pourquoi s'impliquer dans le RSE. On a beaucoup de contraintes, on a des contraintes financières, on a des contraintes de personnel, on a des contraintes organisationnelles. Faut-il aussi se lancer dans les RSE? Alors, en fait, nos réflexions ont tourné, on se dit, moi j'ai trouvé 5 motivations pour faire du RSE, pour que nos établissements s'impliquent dans le RSE. Tout d'abord, on a des obligations législatives et réglementaires auxquelles on ne peut pas échapper.
On est tenu par la loi Grenelle de 2010 de faire un bilan carbone pour tous les établissements qui emploient plus de 500 personnes. Peu d'entre nous ont satisfait à cette obligation. Deuxième obligation qui est tout à fait immédiate, c'est la loi Elan de 2018 et le décret tertiaire qui nous impose des obligations. Et ces obligations sont loin d'être négligeables. Moi, je dois avouer que j'ai été quand même un petit peu estomaquée quand j'ai été découverte, puisque le calendrier est très court. On doit réduire de 40% nos consommations d'énergie pour l'ensemble de nos bâtiments en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050. Ce n'est pas négligeable et ça nous donne quand même des calendriers assez contraints. Et puis, évidemment, si on ne satisfait pas à ces obligations, eh bien, nous aurons des sanctions. Donc ça, c'est la première motivation pour s'impliquer dans le RSE. La deuxième, je pense que c'est le contexte environnement, le contexte sociétal. Christine nous parlait tout de suite là, des difficultés de recrutement. Alors, est-ce que ce n'est pas un facteur d'attractivité et de fidélisation de nos salariés de se lancer dans le développement durable pour répondre à une recherche de sens à l'action? Je crois que c'est quelque chose d'assez récurrent chez nos personnels. Et pour les personnels qui sont particulièrement sensibles à ces questions, de permettre un continuum entre vie privée et vie au travail. Deuxième impact sociétal, une attractivité pour nos établissements, pour nos patients. Je pense que se lancer dans le développement durable et le RSE, ça permet de donner une image d'établissement à forte valeur. Ça peut être aussi un facteur de différenciation pour des patients qui, là aussi, jeunes ou moins jeunes, vont trouver un continuum entre ce qu'ils peuvent faire à la maison et puis leur expérience hospitalière. Le troisième facteur non négligeable, c'est des obligations financières. De plus en plus, on nous demande de faire une DPEF, déclaration de performance extra-financière. Donc, on est tenu annuellement à cette DPEF, ce qui signifie que les résultats financiers ne suffisent plus. On nous demande aussi d'avoir des engagements RSE. Lorsque on va souscrire des emprunts, lorsque on va avoir la nécessité de promouvoir des critères extra-financiers auprès de sociétés de capital investissement, eh bien, là aussi, on va nous demander des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on voit que de plus en plus, les résultats financiers ne suffisent plus et que systématiquement, on va devoir rendre compte de nos résultats sur ce type de questions que sont l'environnement, les engagements qu'on prend par rapport à nos personnels et à nos malades. Quatrième facteur de motivation, c'est le contexte national pour le monde de la santé. C'est les recommandations de l'HAS de 2020. C'est un récent rapport au Sénat. On est toujours dans l'attente d'un plan d'action climat qui doit être rendu par le ministère de la Santé et qui, là aussi, sans doute, nous donnera des obligations. Et puis, je pense qu'il y a tout un environnement, en fait, qui, dans le domaine de la santé, travaille sur ces questions. Et je pense que la FHP ne peut pas s'y soustraire. C'est par exemple l'exemple de la SFAR, l'exemple du CRS, l'ANAP qui accompagne les établissements à s'engager, et puis les travaux de l'ADEME. Et puis enfin, je terminerai sur le contexte international. Le monde de la santé post-Covid doit s'impliquer dans le mouvement pour les questions climatiques. Alors, il y a des tas de mouvements internationaux, le Race to Zero, le Healthcare Without Harm, mais aussi, par exemple, à titre d'exemple, c'est le NHS qui s'est beaucoup impliqué dans ces questions et qui souhaite tendre vers le zéro émission de carbone pour tous ces établissements, partant du constat que nous sommes des établissements très pollueurs
et que, par exemple, en Grande-Bretagne, le NHS à lui seul génère 4% des gaz à effet de serre. Donc, voilà un petit peu dressé à grosse maille le contexte dans lequel on intervient. Et c'est dans ce contexte-là, bien que je laisse Nathalie nous dévoiler donc notre charte d'engagement de la FHP dans le RSE. Donc, vous avez vu cette charte, donc 4 objectifs, 10 engagements. Premier objectif, réduire l'empreinte écologique et énergétique du secteur. Donc, on a vu que là aussi, on prend cet engagement qui, de toute façon, nous est imposé. Donc, limiter notre impact carbone, préserver les ressources en eau, promouvoir une alimentation responsable. Donc, 3 engagements qu'on prend pour décliner cet objectif. L'objectif numéro 2, c'est favoriser un environnement de travail de qualité. Là aussi, on connaît tous les difficultés d'attraction de nos secteurs. Eh bien, faire de la qualité de vie au travail un objectif, ça nous semble primordial pour être plus attractif. Encourager la formation professionnelle, porter une culture de diversité et de mixité. Donc là aussi, trois engagements découlant de ce second objectif. Enfin, objectif numéro 3, travailler ensemble pour la santé des territoires. Et là, Alain Folzer l'a dit tout à l'heure, le territoire, c'est la maille sans doute importante pour travailler au plus près de nos patients, en coordination avec les autres acteurs de santé. Donc, à nouveau 3 objectifs: contribuer au développement local, économique et social, être un lieu de prévention et d'éducation à la santé environnementale, dialoguer avec les parties prenantes. Et enfin, le 4e objectif, mettre en place des actions responsables destinées à garantir durablement les missions des établissements au service de nos patients. Donc, la pérennité de nos établissements avec un dernier objectif, un dernier engagement, qui est de promouvoir les démarches d'innovation, d'excellence et de qualité des soins. Donc, voilà pour cette charte qui, je l'espère, trouvera écho au sein de nos établissements et nous permettra de nous lancer dans une politique ambitieuse de RSE. Merci Jacqueline. Et effectivement, cette charte d'engagement RSE sera déclinée de manière opérationnelle à l'attention des établissements adhérents et donc les adhérents seront outillés pour amplifier leur démarche RSE. En tout cas, merci beaucoup Jacqueline. La RSE est un sujet transverse comme celui du numérique en santé et c'est pour cela qu'on a souhaité consacrer un axe spécifique au numérique en santé et l'inscrire dans une dimension transverse. Ce champ du numérique en santé, la FHP y travaille ardemment et avec l'appui des adhérents, et c'est Bertrand Sommier, qui est secrétaire général de la FHP et référent sur le sujet, qui va aborder avec vous l'axe transverse du plan stratégique qui a pour ambition de soutenir une politique numérique de santé ambitieuse. Merci Marie-Claire, bonjour à toutes et à tous. Alors, il n'y a pas de hasard à ce que le volet numérique arrive à ce stade, parce que par construction, il s'inscrit dans une approche qui est transverse, et c'est d'ailleurs comme ça que le Ségur de la santé avait pu le retenir. Parce qu'une chose est certaine, les prochaines années seront numériques et les mutations seront probablement profondes. D'ailleurs, ça fera l'objet effectivement de réflexions au sein de la FHP sur l'ensemble des organisations, c'est-à-dire la mutation organisationnelle
qui sera engendrée effectivement par cette mutation numérique. Alors, forcément, le projet stratégique de la FHP ne pouvait pas être en écho de la feuille de route du numérique en santé, celle qui est portée par la délégation du numérique en santé, et particulièrement par Laura Letourneau et Dominique Pont. Dès le Ségur, nous avions déjà porté nombre de propositions, dont une un petit peu en clé de voûte, qui était la constitution d'un espace national de confiance. En tout cas, c'est effectivement la dénomination que nous avions retenue. Un petit peu à l'instar, vous savez, d'un réseau électrique ou du réseau d'eau que l'on a aujourd'hui dans nos approches urbanistiques, sur lequel, en fait, les acteurs viennent se brancher en garantie de sécurité et d'opérabilité. Donc ça, c'était vraiment effectivement l'enjeu poursuivi. Et puis finalement, cet espace national de confiance a fait sens dans les différents projets qui sont portés aujourd'hui dans le cadre du virage numérique. Alors, pour autant, je voudrais juste insister peut-être sur les 4 points qui vont faire un petit peu les orientations prioritaires de ce plan stratégique, en tout cas d'ici l'horizon 2023. Le premier, bien sûr, la déclinaison du Ségur numérique, qui fait l'objet encore de travaux, et la journée d'aujourd'hui va être encore pleine sur le sujet parce que les vecteurs de financement ne sont pas encore complètement atterris. Mais quoi qu'il en soit, ce Ségur de la santé va nous occuper dès l'été jusqu'à fin décembre, puisque ce sera la période effectivement dédiée à ce Ségur numérique et à sa déclinaison. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la cybersécurité, qui s'est imposée comme un sujet prioritaire. Donc, côté FHP, on a pris le sujet pour construire à la fois un plan d'action, mais également être force de proposition auprès de la DGES qui vient de se doter d'un référent sur le sujet. C'est également un sujet qu'on travaille en interfédération, puisque c'est un sujet qu'on partage dans une période où il va y avoir une massification des flux de données, notamment de données à caractère personnel. Et on va saisir un petit peu la balle au bond parce que ce sujet ne fait que commencer à être appréhendé au niveau national, c'est-à-dire au-delà des prérequis des différents programmes numériques. On a bien vu effectivement les dernières annonces du président de la République sur le sujet, de sorte qu'il nous appartient d'être au rendez-vous de ce sujet et de pouvoir être force de proposition sur ce sujet. Le troisième point, c'est le déploiement du dispositif ROC, qui vient également de commencer ses travaux pour son adaptation à notre secteur. Donc, c'est un dispositif qui sera opérationnel au plus tard à 2023. Les travaux aujourd'hui faits avec les AMC nous laissent à penser que nous pourrons passer probablement dans une phase expérimentale d'ici la fin de l'année. Et à ce titre, on a organisé un webinaire le 7 juillet avec l'Inter-AMC, donc qui est pilote sur le sujet, pour venir nous parler et nous présenter ce dispositif et l'état des travaux. Le quatrième point, qui s'est un petit peu dessiné, qui s'est un peu imposé à nous compte tenu du contexte, fort un petit peu de cette période un peu exceptionnelle, celle-ci nous offre l'opportunité, pour ne pas dire le devoir, de construire une relation différente avec les éditeurs. Cette relation, il faut désormais qu'elle soit collective, qu'elle soit portée effectivement certainement par le secteur dans sa globalité. Et on a amorcé également une réflexion en ce sens. Alors, je ne cacherai pas que la force de la FHP, elle repose sur la mobilisation de ses équipes et de sa communauté pour accompagner ce virage. Je ne cacherai pas que c'est même avec une forme d'humilité que je viens vers vous sur ce sujet, parce qu'en réalité, le travail est celui des adhérents via le groupe SIH, avec une pensée toute particulière sur cette task force FHP du Ségur qui est engagée depuis 8 mois avec des réunions qui sont pluri-hebdomadaires, relativement exigeantes. Donc, merci à tous ces adhérents et à ces équipes qui sont largement engagées sur le sujet. Alors, c'est vrai que cette mobilisation, tout ça nous a permis de mettre en place des propositions à l'égard de nos interlocuteurs régaliens, mais surtout une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire, effectivement, on est passé désormais par des phases pilotes, par des phases d'expérimentation. On a une oreille attentive de l'ensemble des interlocuteurs au niveau de l'État, ayant compris l'intérêt de ce dispositif qui permet en fait une co-construction d'une évolution qui exige d'être éprouvée pour qu'elle trouve son efficience et ses résultats. Donc, alors, je ne cacherai pas que le travail est complexe parce que nos interlocuteurs sont divers, entre DNS, ANS, DGOS, CNAM, bon, chacun apportant par ailleurs sa culture et son histoire qu'il va falloir transcender. C'est d'ailleurs un peu notre point de vigilance pour être acteur de cette construction et de cette co-construction. Mais comme le rappelait le président en ouverture de ce webinaire, c'est vrai que la FHP est reconnue comme une force de proposition sur le sujet, pour ne pas dire la force de proposition,
J'en veux pour preuve les pilotes Ségur, hein, qui sont constitués exclusivement d'établissements adhérents. On a 20 établissements qui sont partis un petit peu avant-gardistes sur le sujet pour éprouver le Ségur et alimenter, en fait, pour la collectivité hospitalière, publique comme privée, l'ensemble du dispositif. Donc voilà un petit peu les grandes orientations de cette feuille de route numérique qui est la nôtre pour les 3 prochaines années. Merci beaucoup, Bertrand. Le dernier axe du plan stratégique de la FHP est un axe essentiel, hein, pour une fédération, pour notre fédération, parce qu'il parle de vous et comment la FHP adapte son offre de services pour répondre à vos besoins et vos attentes. Et je redonne tout naturellement la parole à Christine pour évoquer ce 6e axe. Oui, merci Marie-Claire. C'est un axe, bien sûr, absolument fondamental, hein, puisqu'il s'agit d'adapter l'offre de services de la FHP à vous, nos adhérents, avec, on va dire, plusieurs aspects. Premièrement, donc un aspect, je le disais tout à l'heure, hein, d'articulation entre le national et le régional, compte tenu de l'importance, hein, des travaux en région et des enjeux, hein, pour demain, comme je le disais, en termes notamment de formation et financement et développement économique. Donc, c'est une première chose qui est fondamentale, c'est on a fait un travail formidable avec les délégués de région ces 2 dernières années, amplifié bien sûr pendant la pandémie et maintenant très régulier, on va dire confirmé, assidu, etc. Donc on a vraiment besoin d'avoir ces échanges et de les consolider pour être au plus près finalement des problématiques opérationnelles que vous rencontrez dans les territoires, qu'on puisse en faire écho et être au mieux informés pour défendre vos intérêts. Ça, c'est une première partie du sujet. Deuxième partie du sujet, c'est travailler à des outils collaboratifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un site internet, un intranet, etc., bon, qui sont ce qu'ils sont. On a besoin d'avoir un outil collaboratif beaucoup plus moderne, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus numérique, digital, avec des possibilités de partage d'informations, je veux dire, plus en immédiat, hein, finalement, avec des moyens de communication entre nous qui pourront évoluer, avec des propositions nouvelles. Un outil collaboratif aussi parce qu'on le voit, tout à l'heure, Lamine, tu disais qu'on était une fédération assez reconnue au niveau national, c'est vrai, et notamment parce qu'on arrive à avoir des chiffrages, on arrive à avoir des illustrations opérationnelles, chiffrées, mesurées, et ça, l'outil collaboratif pourra aussi nous permettre beaucoup plus facilement d'avoir des enquêtes flash, d'avoir des partages d'informations, de manière à consolider nos argumentations nationales en les illustrant par les chiffres et les vraies préoccupations, les choses de la vraie vie que vous pourrez nous confier. Donc ça, c'est le deuxième volet de cet axe stratégique, l'outil collaboratif. Et le troisième volet, c'est la communication, on va dire, plus digitale et numérique de la FHP, donc avec une présence renforcée dans les réseaux sociaux. Vous avez vu, ça a pas mal commencé. J'en profite pour remercier d'ailleurs toute l'équipe de la communication, donc, qui est vraiment très, très dynamique et qui se lance, hein, dans cette nouvelle façon de travailler. Donc, c'est aussi un petit changement pour eux, mais enfin pour elles, parce que c'est plutôt des femmes, mais je veux dire, c'est aussi un sujet passionnant parce que c'est une évolution. Et enfin, donc, sur cet axe d'adaptation en continu de l'offre de services de la FHP, nous allons donc, bien entendu, aussi évaluer vos besoins, votre satisfaction, recueillir vos recommandations. Et donc, il y aura une enquête qui sera lancée dans les prochaines semaines. Et je vous remercie par avance de bien vouloir y répondre, puisque c'est comme ça qu'on pourra être au plus près de vos besoins. Je profite du fait que j'ai encore la parole pour vous saluer, parce que je suis quelques minutes en retard à une réunion donc, du bureau du conseil d'administration de la HESP. Donc, je ne voudrais pas louper ça pour rien au monde, puisque la FHF est tout à fait, comment dirais-je, un peu
gratouillé par la présence de la FHP au bureau. Donc, je ne voudrais pas, on commence par dire que la FHP est en retard. Mais je vous remercie infiniment. Je vous laisse finir cette matinée. Et puis, merci pour tout et surtout pour votre participation qui a fait que on a pu faire ce plan stratégique. Et demain, on pourra faire des plans d'action avec des résultats, des succès. J'en doute pas. Et ça, c'est grâce à vous. Merci pour votre confiance et passez une bonne journée. Merci Christine. Désolé de ne pas avoir de caméra. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Bon courage avec la FHF, mais surtout, s'ils te font une offre de service, tu refuses. Hein, tu refuses. Voilà. Hein, tu es attaché à la FHP pour les 10 prochaines années. Donc, bouge pas. Pas de souci. Fais attention. Hein. Allez, à plus tard. À ce soir. Merci. À ce soir. Merci Christine. Et pour illustrer ce que Christine vous a présenté, je vous propose de visionner une rapide animation qui fait la synthèse des actions qui seront engagées pour améliorer justement cette offre de service. Donc, vous avez maintenant, je l'espère, en tout cas, une vision d'ensemble des principales orientations stratégiques qui vont guider l'action de la FHP ces 3 prochaines années. Et comme promis, on a réservé, si vous le souhaitez, donc un temps d'échange pour répondre à vos questions ou vos observations. Donc, pour ce faire, je vous invite à lever la main via l'outil Zoom ou à effectivement utiliser le chat pour faire part de vos réactions. Depuis le début du webinaire, il y a eu effectivement voilà, un commentaire sur effectivement la place des élus et en tout cas le renforcement de la place des élus et la nécessaire appropriation de ces élus à nos différents sujets. Mais en tout cas, je vous laisse la parole si vous le souhaitez pour réagir à ces différents axes stratégiques et aux sujets qui ont pu être évoqués. Oui, bonjour, Pascal Delubac. Alors, je n'ai pas trouvé la main, j'ai perdu la main, c'est pas grave. Concernant les élus, on avait une pression, Catherine Miffre pourra en parler mieux que moi, au niveau du Césaire, puisqu'on a des sièges au Césaire en Occitanie, la FHP. Et on avait une forte pression des élus qui disaient qu'ils n'avaient pas leur place au sein de la démocratie sanitaire et au sein notamment du process de décision ARS, qu'elle soit régionale ou départementale. Et on sentait quand même une politisation qui nous inquiétait un peu. Et donc, on leur a rappelé, tout simplement, Catherine leur a fait un mémo en leur rappelant tous les sièges qui étaient à leur disposition en CRSA, en CTS, bientôt on aura les parlementaires, dont ils ignoraient l'existence. Et donc, je pense que déjà, il faudrait, avant qu'ils réclament des droits, qu'ils commencent déjà à occuper les places qui leur sont octroyées. Parce qu'ils ils ont vraiment, effectivement, en première campagne présidentielle, la santé d'intéresser personne. Et aujourd'hui, même certains qui n'y comprennent rien veulent s'en mêler, ce qui est peut-être l'effet rebond dont il faut se méfier. Deuxième remarque, elle concerne un peu plus par rapport d'abord à ce remarquable travail qui a été réalisé. Je tiens quand même à le dire, voilà, que pour faire des remarques, et pour dire que ce projet stratégique est particulièrement bien fait. Et justement, il a soulevé une inquiétude de ma part qui pourrait se décliner en plan d'action. C'est que nous, les élus de terrain, on se retrouve
avec des cursus, des appétences différentes. Il y a par exemple le comité régional des investissements ou la commission qui est en train de se mettre en place. Demain, la commission d'allocation des ressources pour les urgences. Il serait peut-être intéressant qu'on ait des sortes de guidelines ou d'axes stratégiques de défense dans ces commissions des intérêts de la profession. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train en ce moment de réfléchir à qui va nous représenter au niveau Occitanie, au niveau du comité régional d'investissement. Après, il y a la superstructure qui va exister pour défendre au mieux les intérêts de la fédération, puisque on va ramasser les miettes, quoi. Alors autant qu'elles soient un peu grosses. Et donc, il y a ce style de réflexion qui serait qu'il y ait une sorte de plan d'action un peu sur, en tout cas, des recommandations aux élus ou qu'il y ait une harmonisation aux élus qui vont siéger dans ces commissions issues de décisions nationales. Voilà, j'étais un peu long, veuillez m'en excuser, j'ai terminé. Merci Pascal pour cette observation. On en prend bonne note. Effectivement, il y a un vrai enjeu, hein, même au niveau national sur ces sujets. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on porte d'homogénéisation, de cadrage effectivement national sur effectivement cet enjeu de territorialisation des financements. Et effectivement, ça doit pouvoir s'accompagner d'outils effectivement au niveau régional. Marie-Claire, si tu permets, pardon, c'est Béatrice, oui, sur les élus, effectivement, c'est tout à fait intéressant ce que dit Pascal, parce que sans doute, ça fait partie de cette démarche d'acculturation aux enjeux de la santé et aussi aux spécificités du secteur de la santé, que les élus puissent déjà certainement prendre les places qui sont disponibles dans le système de santé et sur lesquelles ils puissent avoir des leviers d'action. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont très, très interpellés, les élus, sur les sujets de santé. C'est passé même avant les enjeux d'emploi ou de logement dans les préoccupations des citoyens. J'ai co-animé vendredi avec le président de la FHP Bretagne, Nicolas Bouzou, une table ronde avec 3 parlementaires, 2 sénateurs et un député à qui on a parlé effectivement, avec qui on a échangé sur ces notions de latéralisation du secteur privé dans le service public hospitalier. Je pense qu'effectivement, plus on bâtira avec les élus des liens étroits de confiance, plus ils se décentreront de ce seul prisme public-privé, public-centré qui était le leur jusqu'à présent. Et pour ça, effectivement, la crise sanitaire nous avait fait un bond à la fois dans la reconnaissance et dans les échanges continus qu'on a eus avec les élus, puisqu'ils avaient besoin de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Et c'est vrai que ce moment, ce temps-là privilégié, il faut vraiment le sanctuariser, il faut le pérenniser. C'est tout le défi des prochains mois, notamment avant la prochaine présidentielle, parce qu'on s'aperçoit finalement, et les élus, évidemment, ils sont des capteurs de l'opinion publique, et on s'aperçoit que finalement, dans toutes les études d'opinion, le citoyen patient est peu préoccupé par le prisme public-privé. Ce qui lui importe, c'est l'accès aux soins et c'est de pouvoir être bien soigné. Et ça, les élus le savent bien. Donc, de temps en temps, il y a parfois un dogmatisme national qui perdure, mais beaucoup de pragmatisme, souvent sur les territoires, sur la coopération publique-privée. Et c'est effectivement ça qu'il faut encourager. Mais je souscris effectivement au point de vigilance de Pascal, de cette acculturation nécessaire pour qu'ils prennent la place et la place qui leur revient. Merci Béatrice. Est-ce qu'il y a Monsieur de Butcler, je vois que vous avez lavé la main. Je vous donne la parole. Oui, merci. On se retrouve vraiment dans vos axes et on voit le travail de fond qui a été réalisé. Je dirais que c'est un plan qui vise à bien se présenter. Mais comme c'était dit tout à l'heure auprès de Pascal, on est également un syndicat professionnel et il y a également la défense. Et aujourd'hui, dans notre défense, nous maquillons peut-être un sujet de fond qui est l'allocation des moyens. On sait que les années à venir vont être difficiles puisqu'on parle
d'un mur infranchissable de la dette de l'assurance maladie. Il faut être très vigilant que ce qui va se passer demain ne soit pas à notre détriment. Et nous savons que nous avons des enjeux qui vont se présenter devant nous et qui sont déjà à nos portes, qui sont celui de l'innovation et de la coopération publique-privée. Et ce delta aujourd'hui de tarifs entre hôpitaux et cliniques va à l'encontre de notre capacité aujourd'hui à innover et à apporter la même qualité de service entre les secteurs. Il va falloir être très, très actif sur l'évolution du modèle de financement pour qu'on puisse avoir des armes de combat, de compétition avec les hôpitaux publics. C'est vraiment un sujet de fond et quelque part, on ne l'aborde pas parce qu'il faut être politiquement correct, mais en sous-jacent, ces arguments, à mon avis, visent à aller vers ce combat. Et au sein de notre fédération, il est important que ce combat existe, mais ne soit pas affiché, mais soit travaillé. Voilà, ça c'est une première remarque. La deuxième, c'est vous avez introduit l'évolution de notre dénomination, hôpitaux et cliniques à mission, tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on est EBL dans les documents de l'État. Et EBL, à chaque fois que vous arrivez en réunion, et nous aussi, ça justifie qu'on ne nous donne rien. Est-ce que vous envisagez de faire modifier cette appellation EBL pour passer à HCM? Voilà pour mon intervention, merci. Merci, Monsieur de Butler. Est-ce qu'il y a d'autres observations, prises de parole? Effectivement, hein, sur les sujets que vous avez évoqués, c'est des sujets qui seront traités, comme vous le savez, et vous en faites d'ailleurs partie. Vous êtes un membre actif du groupe de travail stratégique et effectivement, ces sujets seront vus évidemment tout au long de l'année au sein de cette instance. S'il n'y a pas effectivement d'autres observations, je vais redonner la parole à Lamine Garbi pour clore effectivement ce webinaire. Merci Marie-Claire. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec mon écran, j'ai toujours pas d'image, mais je vous vois tous, donc merci d'avoir joué le jeu de la présence et de votre participation. J'ai bien noté ton intervention, Stéphane, on va y réfléchir et te répondre. Vous dire que la période actuelle est toujours un petit peu compliquée avec le Ségur RH2, on en a parlé, hein, je fais un petit peu une digression par rapport à l'ordre l'ordre du jour de notre webinaire, mais la discussion avec le Ségur 2 est toujours un petit peu compliquée. Les relations avec le gouvernement sont bonnes, mais les comptes commencent un petit peu à ressortir et donc on est un peu en vigilance. Mais c'est certain que les tensions sociales que nous vivons tous, hein, avec une augmentation de l'intérim, quand l'intérim peut fournir, ce qui n'est pas toujours le cas, ne favorisent pas une reprise aisée de notre activité. Sur la garantie de financement, hein, autre sujet d'actualité, nous sommes toujours sur une couverture jusqu'au 31/12. Nous ne lâchons pas le droit d'option au 31 août pour ceux qui le souhaitent et qui voudraient retrouver ou qui peuvent retrouver une activité normale au 1er septembre. Mais le gouvernement, là aussi, a quelques difficultés à aller dans notre sens. Voilà, en deux mots, non pas de conclusion, mais d'intervention. Demain, ce soir aura lieu le club des présidents, demain notre COMEX, donc nous allons continuer à préparer cette rentrée qui, nous l'espérons, sera apaisée en termes de tension sociale et d'activité, et surtout que la vaccination, où nous sentons quelques difficultés en termes de volume, pourra se continuer pendant l'été afin d'éviter, on le sait tous, une 4e ou 5e vague. Petit clin d'œil à Pascal Delubac sur la 4e vague. Donc, ce serait la 5e vague en Occitanie, hein, et la 4e vague sur le reste du territoire, en espérant l'éviter. Voilà, Marie-Claire, Bertrand, Christine et toute la team, aussi Pierre, hein, Métro, qui
est une force de notre fédération. Merci pour votre participation. Merci aussi à Stéphane que je vois à l'écran, Béatrice, que je vois et que je salue et que j'embrasse. Et je vous dis à ce soir en réel à Paris. Voilà, je vous fais un signe de la main. Encore désolé, mais j'ai un ordinateur qui normalement marche bien, mais là, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me voir en direct. Voilà, je vous embrasse et puis à très vite. Au revoir, merci encore pour votre participation. Bonne journée à tous.